Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de pouvoir ouvrir ce webinaire. Donc, je suis Aurélien Colson, directeur du Centre Irénée sur la négociation et la médiation, qui va être le sujet du jour, et co-directeur académique de l'Institut Géopolitique et Business. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cet échange. On est ensemble jusqu'à 19 heures heure française. Et c'est donc en fait le 88e séminaire du Centre Irénée. Euh, c'est évidemment un sujet important. Ravi de voir aussi dans l'assistance, je ne peux pas citer tout le monde, mais qu'il y a certains complices qui nous accompagnent depuis longtemps sur nos travaux sur la médiation. J'ai vu dans la liste notamment le nom d'un de mes co-auteurs, Jacques Salzer. Je ne sais pas s'il a pu se connecter, mais en tout cas, il était sur la liste. Et donc, un salut très amical à Jacques, co-auteur notamment avec moi de l'ouvrage Méthode de médiation, dont je montre la version ukrainienne, parce qu'on va parler ce soir de l'Ukraine, et on est très fiers avec Jacques, Eugène et Alain d'avoir fait paraître une version en ukrainien de notre ouvrage sur la médiation. Le sujet revient évidemment beaucoup quand on parle de géopolitique de médiation. Chacun sait que hier a eu lieu à Genève une séance de médiation accueillie par la Suisse, facilitée par une équipe américaine, sur la composition de laquelle on reviendra sans doute parce qu'il y a beaucoup à dire. La semaine dernière, à peu près la même équipe américaine était à Oman et faisait euh, des travaux d'approche facilités par les Omanais sur la question du nucléaire iranien. Et on pourrait remonter, puisque je parlais de l'Ukraine, jusqu'en 2022, au printemps. La Turquie d'Erdogan a accueilli plusieurs tentatives de médiation avec le résultat que l'on sait. Et dans ce débat qui va nous occuper ce soir, on va évidemment retrouver la très grande diversité des situations de médiation, la très grande multiplicité des acteurs de la médiation, euh, qui vont avoir recours à des méthodes très différentes, à des approches très contrastées. Quoi de commun entre un nom important et qui revient dans l'actualité pour de très mauvaises raisons, hélas. Je pense à Terje Larsen, diplomate norvégien. C'était lui qui accueillait à Oslo en 1993 les délégations de l'OLP et d'Israël pour ce qui allait donc devenir les accords d'Oslo, tout en finesse. Et un autre nom, Richard Holbrooke, qui lui accueille 2 ans plus tard à Dayton, dans l'Ohio, les délégations représentant les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Et là, un style tout à fait différent. Il les accueille sur une base de l'US Air Force pour bien montrer le plan B des États-Unis. Si jamais la médiation n'aboutit pas, ce sera le recours à la force. Donc il peut y avoir des styles très différents. On a déjà connu dans l'histoire des médiateurs à poigne, et l'exemple de Holbrooke en est un. Et tout ça, finalement, ça nous renvoie à une question euh, qui est pourquoi les médiateurs mentent-ils dans ces galères? Pourquoi les médiateurs méditent-ils, si je peux utiliser ce néologisme? Quel intérêt finalement vont-ils y trouver? Et c'est une question qui est très ancienne en recherche sur la médiation, très ancienne. En 1998, l'un des premiers colloques organisés par le Centre Irénée, c'est un colloque sur la médiation qui s'appelait Médiateur modèle et modèle de médiateur. Et j'avais présenté un papier avec un Britannique regretté, disparu maintenant, Keith Webb, et le titre était Why do mediators mediate? On avait essayé de construire une sorte de typologie des intérêts qui amènent des médiateurs à monter dans ces opérations. Et on avait cité le travail d'un précurseur universitaire très respecté, Jacob Bergovich, qui dans un papier a eu cette phrase assez blunt, assez directe. Il avait dit Mediators, they're in for profit. Ils y sont pour un profit. Alors nous, la typologie qu'on avait construite était un peu différente, mais on essayait de mettre en avant le fait qu'il y a 3 types en fait de profit, d'intérêts qui peuvent amener des acteurs à s'ériger en médiateur ou à se proposer comme tel.
Il y a d'abord des avantages qui vont être liés au processus lui-même, qu'il aboutisse ou non. C'est-à-dire que lorsqu'une entité, qui peut être une organisation internationale, une organisation régionale, une ONG, un pays, une personnalité, si elle participe à un effort de médiation, quel qu'en soit l'aboutissement, elle va mécaniquement trouver du statut, de la crédibilité, une visibilité, un prestige. Évidemment, si le processus aboutit, là on rentre dans une deuxième catégorie de retour sur investissement, si je puis dire, et qui vont être liés à la réussite de la médiation. Et on voit par exemple l'obsession maladive du président américain pour réclamer son prix Nobel en prétendant avoir réglé eight plus, je cite, guerre. Mais c'est vrai qu'il y a des précédents. Jimmy Carter, en 78, eh ben, il obtient le prix Nobel parce qu'il a présidé aux rencontres de Camp David. On a d'autres exemples. Marty Ahtisaari va également avoir le prix Nobel parce qu'il joue un rôle capital dans la médiation à Aceh, puis ensuite au Kosovo. Donc, il y a effectivement, même si le prix Nobel est quelque chose d'un peu archétypal, le fait que quand on s'investit dans une médiation, on peut en obtenir des avantages si la médiation réussit. Et puis il y avait une troisième catégorie dans cette typologie, et ça va nous rapprocher encore plus de notre sujet de ce soir. C'est que, au-delà même de la satisfaction d'avoir contribué à ramener la paix dans un conflit, le médiateur peut tirer un avantage bien concret, bien tangible du contenu de l'accord résultant de la médiation à laquelle il a contribué. Alors il peut y avoir des cas, je dirais, très légitimes, lorsqu'une organisation régionale va faciliter la résolution d'un conflit, elle va en avoir pour elle-même et pour tous ses membres un bénéfice concret, moins de flux de réfugiés, moins d'instabilité, retour de la croissance économique. Et tout ça, ce sont des bénéfices tangibles, concrets pour le pays qui a participé à cette médiation. Mais évidemment, il peut y avoir des situations dans lesquelles le bénéfice en question devient exorbitant, et il va y avoir plusieurs situations de ce type dont on va parler ce soir, lorsque telle ou telle puissance médiatrice, et en particulier les Américains pour citer eux, bascule dans une toute autre dimension. Je crois que si on regarde de près tous les actes de la politique étrangère du président américain actuel, y compris ses actions de médiation, il y a systématiquement un objet s'apparentant à de l'extorsion ou à de la prédation. Les premières tentatives, enfin le fameux plan 28 points rédigé par les Russes en russe, mais présenté par les Américains comme étant le point de départ de leur médiation, bon, ben, il y a un article qui prévoit que il faudra qu'il y ait un retour sur investissement pour les Américains et que 50%, c'est le chiffre qui est indiqué au point, je crois, numéro 14, il faudra qu'il y ait 50% de retour sur investissement pour les États-Unis. Et on pourrait mentionner l'accord précédent sur les minerais. Donc là, on est dans une logique d'extorsion, de prédation, dont il faudra évidemment que vous nous parliez ce soir. Donc, cela étant posé, quelques mots encore pour remercier les panélistes, les introduire, et puis je passerai la parole à Thomas qui a préparé le conducteur de la discussion qui va suivre. En faisant en sorte que chacun puisse s'exprimer et qu'il y ait également, comme d'habitude, du temps un peu pour des questions-réponses avec les participants. Donc, dans l'ordre alphabétique, je salue Linda Benraïs, donc qui est professeure affiliée à l'ESSEC, dans le département droit, sciences politiques et société, et qui dirige au sein du Centre Irénée le programme de résolution des conflits. Ensuite, Philippe Lecor, donc qui est professeur de géopolitique et d'études asiatiques à l'ESSEC, qui a un long passé international. Tu as travaillé à la fois en Chine et aux États-Unis, et ce sont donc deux pays dont on va parler ce soir également. Joseph Maïla, professeur de géopolitique à l'ESSEC, directeur du programme médiation au sein de l'Irénée, qui a eu de multiples fonctions. Tu as été notamment directeur du CAP au ministère des Affaires étrangères, recteur à l'Institut catholique de Paris, et tu es un spécialiste très reconnu sur les questions de médiation, à la fois en tant qu'universitaire, mais aussi tu pourras nous en dire un mot en raison de tes interventions très appliquées.
very, very happy to welcome here Sonia. Sonia, you are the executive director of EPLO, and EPLO is a fantastic organization. It is a platform of all the main NGOs involved in peace building. So it's European Peace Building Liaison Office. This is based in Brussels. Fantastic gathering of like-minded NGOs. And we're very proud here at IRENE because we've been the very first French organization to join EPLO, I think in the early 2010, and we've been super, super honored to welcome one of your General Assembly, I think it was in 2014. There was a smashing event here at ESSEC IRENE. Last but not least, Emma Soubrier, très heureux de vous accueillir. Donc, vous êtes directrice de l'initiative PRISM. Ah, ça, c'est le gag habituel à l'ESSEC. Au bout d'un moment, quand on bouge plus dans les bureaux, il n'y a plus de lumière. C'est aussi une manière de dire que j'ai été trop long. Et donc, Emma, notamment, vous êtes Research Fellow à l'Institut for Peace and Development de l'Université de Côte d'Azur et chercheuse associée à la World Peace Foundation de la Tufts University. Donc, on a un très beau panel. Et Thomas, je te passe la parole pour engager la discussion. Merci beaucoup Aurélien. On a le cadre du sujet, le background théorique et la présentation des intervenants. On a donc tout ce qu'il faut pour amorcer cette conversation. Et comme Aurélien Colson l'a dit, on est très heureux de vous recevoir et de prendre les questions que vous souhaiterez poser via le module de Q&A de ce webinaire. Et avant de prendre ces questions, on va avoir un premier temps d'échange avec nos oratrices et nos orateurs. Merci beaucoup à vous, messieurs, dames, de participer à ce webinaire. Je précise, pour ceux qui l'auraient pas encore parfaitement saisi avec l'intervention liminaire d'Aurélien Colson, on a une approche un peu bilingue de ce webinaire pour une fois, c'est rarissime, et ça permettrait à Sonia de s'exprimer en anglais autant que c'est nécessaire, et le reste du panel va se dérouler en français. Je commence par vous, Joseph, si vous permettez. Avec cette première question, depuis sa réélection, Donald Trump a multiplié les initiatives diplomatiques pour positionner la puissance américaine comme une puissance médiatrice. On met les grands guillemets qui s'imposent grâce à l'introduction qu'Aurélien a faite. Quel bilan tirez-vous d'un an de Trump 2.0, lui qui se vante précisément d'avoir mis fin à plus de 8 guerres? Oui, bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Aurélien Colson qui a fait un exposé. Je ne connaissais pas cette typologie, mais j'ai envie de sauter à pieds joints dans cette typologie. En tout cas, de mon point de vue, Donald Trump coche deux cases extrêmement importantes. Celle qui est un peu égocentrée, centrée autour de sa réussite personnelle, et l'autre, celle qui est bénéfique au pays qui entraîne la médiation, surtout sur tous les aspects que tu as développés, à savoir les retombées économiques de la médiation, mais qui vont directement au pays qui assure la médiation, ou au pays dont le médiateur est un national. Thomas, pour répondre à ta question, je vais aller très vite en besogne. J'ai noté 9 tentatives de médiation ou médiation en cours, ou plus ou moins ralenties, mais elles sont toutes sur le feu, si j'ose dire, hein. Et c'est absolument fascinant parce qu'on dirait que Trump 2, c'est un petit peu cette diplomatie de la médiation qui avait commencé, notamment sur l'Ukraine, sur les questions palestiniennes, sur les accords d'Abraham qui datent de 2020, donc de 2020. C'est un peu une diplomatie de prédilection chez lui parce qu'elle combine plusieurs choses. D'abord, elle combine l'intérêt des États-Unis dans le cadre de ce qu'on peut appeler MAGA, encore que MAGA s'est plutôt tourné vers l'interne, mais Donald Trump s'est projeté vers l'extérieur et a été capable, si tu veux, de bénéficier ou de faire bénéficier des retombées de ces médiations sur un plan interne en montrant combien les États-Unis sont puissants et sont partout. C'est une deuxième caractéristique aussi. Ce sont des médiations qui sont géolocalisées internationalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine qui échappe
aux tentatives de médiation de Donald Trump. Elles sont au Proche-Orient parce que ce sont les plus visibles, mais elles sont en Europe avec l'Ukraine qui est un grand morceau. Elles sont fondamentales sur le nucléaire avec l'Iran, mais elles traitent aussi de questions de délimitation des eaux. Je pense à la question, à la médiation que M. Trump a entreprise entre l'Éthiopie et l'Égypte sur la question des eaux du Nil. Elle porte sur les minerais. Mais ça, on sait les viser. C'est un peu dans la foulée de ce que disait Aurélien. Ce qui intéresse, au fond, ce sont les retombées, c'est les minerais, le sous-sol ukrainien qui m'intéresse aussi. Un accord typique de cette médiation centrée sur la grandeur, sur la personne, mais aussi sur les intérêts, est celle qui essaye de résoudre les conflits entre le Rwanda et le Congo. Il y a des choses absolument hallucinantes si on va dans le contenu de partenariat qui a été signé, partenariat économique signé entre deux pays avec la médiation américaine le 5 décembre 2025, où il est dit que les États-Unis auraient un droit de première offre sur les projets de partenariat dans les minerais dans la région du Kivu, par exemple. C'est absolument hallucinant. Je règle le problème entre deux États et en même temps, en passant, je prends ma petite commission et je m'arroge un droit de première offre. Vous me soumettrez tous les projets et j'aurai le droit de choisir en premier. Et puis il y a la République démocratique du Congo exporte 30% du coltan. Et le coltan, c'est un minerai critique qui entre dans toutes les composantes électroniques de nos appareils, quels qu'ils soient électroniques aujourd'hui. Eh bien, ça m'intéresse aussi. Donc là, je voudrais avoir un droit de regard sur l'exportation de ce qu'on appelle les minerais critiques. Euh, Ce qui est fascinant aussi, c'est que cela vient dans l'esprit de Donald Trump. Non seulement une démédiation tous azimuts qui assure le rayonnement américain un peu partout, mais c'est aussi une diplomatie de la mise en scène, du théâtre. Et donc, il ne faut pas oublier, hein, le médiateur se met en avant. Au nom de la gloire de son pays, bien entendu, au nom, à son nom personnel. Aurélien citait tout à l'heure, mais je crois que c'est un véritable motif là, qui titille, si j'ose dire, le médiateur, et qui est je veux le prix Nobel. Et donc ça peut être un puissant adjuvant dans cette politique. Et c'est une politique aussi qui ne perd pas le nord. La médiation, qui était un métier extrêmement noble du point de vue du prince, hein. Le prince était le médiateur, le pape était un médiateur, le roi était un médiateur, elle est devenue une espèce de business politics. Hein. C'est la médiation au service d'une politique de business, avec tout ce qui va avec. J'aurai l'occasion, Thomas, de revenir un petit peu sur ce mélange entre la contrainte et les bons offices qui nous fait sortir, en tout cas, du cadre que nous enseignons en plus hein, à nos étudiants, du médiateur qui est le honest broker, qui se tient entre les parties et qui assure d'introduire ou de faire avancer ou de mettre en avant un projet qui véritablement réconcilie les parties. Ce n'est pas son problème. Hein. Je reviendrai sur ce point plus tard. Mais simplement pour les citer, et je m'arrête là, Thomas, Gaza, hein, Palestine, Israël. Deuxièmement, l'Ukraine. Troisièmement, l'Iran. J'espère qu'on aura, Thomas, l'occasion de revenir sur la question iranienne. Quatrièmement, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. J.D. Vance était, il y a quelques jours, en train de négocier entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais et on verra que c'est des projets qui sont économiquement extrêmement importants. L'eau entre l'Éthiopie et l'Égypte, les minerais critiques entre la RDC et le Rwanda, le Pakistan et l'Inde, la Thaïlande et le Cambodge, et la Serbie et le Kosovo. Bon, j'en ai compté 9. Le bilan, il est en cours. Pour la plupart, aucune médiation n'a véritablement abouti. Mais tous sont in progress. Hein, on avance. Hein. On avance, mais ce qui intéresse Trump semble être moins achever une espèce de diplomatie de la réconciliation qu'une espèce de diplomatie de la prédation. Quelle que soit la politique, pourvu qu'on ait le marché. Je pourrais résumer ceci de manière extrêmement ramassée. Merci beaucoup, Joseph. Quelle que soit la politique, pourvu qu'il y ait le marché, c'est une formule
extrêmement synthétique de la politique étrangère de Donald Trump, semble-t-il. On va rester sur l'axe américain avec toi, Philippe, avant d'élargir notre champ géographique d'analyse du sujet. Sous Trump 2.0, la politique américaine est-elle, selon toi, celle d'une politique médiatrice ou d'une puissance prédatrice? On a déjà un premier élément de réponse par l'analyse de Joseph, mais on voudrait également la tienne. Et dans ce contexte spécifique, peut-être zoomons sur l'initiative du Board of Peace, du Conseil de la paix, pour en comprendre les finalités et ce qu'il semble indiquer des objectifs de la politique étrangère américaine. Oui, merci Thomas. Bonsoir à tous. D'abord, je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'a dit mon éminent confrère Joseph Maïla. Ça fait très académique ce que je viens de dire, mais sur cette liste de conflits qui ne sont pas résolus, avec peut-être un qui l'est un peu plus que les autres, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais j'insisterai juste sur deux résolutions de conflits qui, à mon avis, méritent quand même quelques mots, qui sont proches des régions auxquelles je m'intéresse, l'Asie, d'une part l'Inde et le Pakistan, et d'autre part Cambodge, Thaïlande, parce que dans un des cas, et donc je complète un petit peu ce qu'a dit Joseph, dans un des cas, eh bien, les Indiens ne sont pas d'accord avec la vision, avec l'analyse qu'a faite Donald Trump de cette résolution, entre guillemets, avec d'énormes guillemets. Ce sont les Pakistanais qui veulent promouvoir Donald Trump comme futur lauréat du prix Nobel de la paix. Alors que les Indiens, dont on voit que bon, sont en train de revenir un petit peu à la raison du point de vue de Washington, ils n'étaient pas du tout satisfaits de ce rôle et surtout que finalement, on n'a pas vraiment reconnu la responsabilité du Pakistan dans le départ de cette guerre de l'année dernière, dont vous vous souvenez, qui a été extrêmement violente, avec des combats aériens, etc. Sur le Cambodge et la Thaïlande, c'est un conflit territorial qui date d'un siècle. Et désolé pour Monsieur Trump, mais ce n'est pas lui qui a réglé ce conflit. D'abord, il y avait plusieurs pays. Il y avait la Malaisie, qui est un pays d'Asie du Sud-Est, donc un pays voisin. Il y a quand même une organisation qui s'appelle l'ASEAN. Et d'autre part, ben, il y a la Chine. Et pour ceux qui ont écouté les discours de l'Organisation de sécurité de Munich il y a quelques jours, Monsieur Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, eh ben, il a dit que c'était la Chine qui avait résolu le problème de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Ceci étant dit, c'est vrai que la politique trumpienne, elle est évidemment, comme on l'a dit, fidèle principalement aux intérêts des États-Unis, intérêts politiques, financiers, énergétiques. Et donc la médiation est un des volets de cette politique. Et en tout cas, Donald Trump en a fait un de ses fers de lance. Alors, dans ce contexte-là, il y a effectivement ce fameux Board of Peace. Et là, félicitations aux organisateurs parce que notre séminaire là maintenant, puisque le Board of Peace se réunit demain à Washington pour la première fois, et ce n'est pas quand même rien, parce que il y a 35 responsables gouvernementaux, mais hauts responsables gouvernementaux, qui se déplacent, y compris par exemple le président indonésien qui a promis d'envoyer des troupes à Gaza, puisque quand même le cœur de cette organisation un peu étrange, hein, parce elle n'a pas été soumise à la moindre approbation des Nations Unies ou d'aucune organisation multinationale. Elle était au départ destinée à finaliser l'accord de paix sur Gaza, mais en fait, on a compris au mois de janvier, pour ceux qui suivaient ces choses-là de près, que le mandat, sans doute, va bien au-delà. Et malgré ça, eh bien, il y a quand même un grand nombre de pays qui ont signé, qui ont accepté de payer leur dû,
même si au départ le communiqué n'était co-signé que par le président égyptien, le président turc et l'émir du Qatar, avec évidemment Donald Trump. Donc c'est vrai que la liste des membres fondateurs ou du board est un peu une liste à la Trump, avec Tony Blair qui décidément n'en finit pas de renaître de ses cendres, Jared Kushner, Steve Witkoff, hein, les deux personnages dont on entend parler presque quotidiennement concernant principalement l'Ukraine, hein, et comme le disait Aurélien Colson, ils étaient à Genève, ils sont à Genève pour une réunion qui ne semble pas avoir abouti, pas plus que les précédentes. Donc ce Board of Peace, en tout cas, ne s'est pas encore saisi du dossier ukrainien. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, ce- cette organisation un peu ad hoc, enfin, en tout cas, elle durera le temps du mandat de Donald Trump, on verra après. Elle a quand même, elle va faire preuve de pragmatisme. Elle va mêler effectivement la diplomatie au commerce. Et là, on en reparlera, mais la Chine a également ses propres arguments à mettre en avant, et non des moindres. Surtout quand il s'agit de parler à certains pays du Sud. Mais en tout cas, cette réunion de demain, je pense, est intéressante. Et puis, hélas, elle traduit les divisions du camp occidental, avec la présence d'un Viktor Orban, du président roumain, mais aussi de chefs d'État asiatiques. Donc, je pense que la messe n'est pas dite, mais on retrouve finalement, à travers cette affaire de médiation, la rivalité sino-américaine, qui est un des grands sujets de la vie internationale d'aujourd'hui, dans lequel nous sommes tous plus ou moins des spectateurs. Et au niveau international, clairement, on voit différentes approches se distinguer. Et l'approche américaine en est une. Est-ce qu'elle durera longtemps? Est-ce qu'elle durera au-delà de ce président américain? On ne sait pas, mais en tout cas, dans les deux ou trois prochaines années, le Board of Peace ne va pas disparaître. Merci beaucoup, Philippe. Pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet du Board of Peace, c'est intéressant de voir la façon dont la page Wikipédia du Board of Peace a été rédigée, présentée, articulée pour alimenter le narratif américain autour de celui-ci. Et rien qu'à regarder le logo du Board of Peace, on comprend les finalités particulières de celui-ci. I'm going to switch in English actually to ask Sonia the next question, jumping from Philippe to the next one. And as we're discussing U.S. foreign policy, we are also discussing a deep shift in global trends, including a shift from honest brokering to deal making. That's one of the topics that Joseph already covered a bit. Is this a complete rewriting of the playbook of mediation? And how would you assess the shift using lessons learned from tentative mediations between Ukraine and Russia, Israel and Palestine, Congo and Rwanda cases where the US did indeed interfere? Thanks. Great questions. And in some ways, Aurélien and Professor Myla already touched on a few of these aspects in the introductory remarks. In the complex and fragmented, multipolar erosion of international law world that we're living in, the US has definitely taken a departure. It's interesting to look back at some of the cases that Professor Coulson mentioned. The US is no stranger to political mediation. In the 90s, between the late 90s and the 2000s, we were looking at over 10 fairly comprehensive peace agreements, and none of them have slipped back into complete violence. The US was accepted because it was politically important to the warring parties, and I think that still remains an aspect. It used an approach that was far from neutral. It used sticks and carrots. We can elaborate that on a little bit more. But I think, back at the time, Berkovich's analysis around profit, many people might have found that a little bit unpalatable, but this is exactly what we're talking about these days. And so it's fascinating to see these things come back around again.
We're not dealing with a neutral mediator. I question whether we should really call this mediation anymore. Are we doing our field a service at all? And it casts too wide, frankly, too widely of a definition over something that's really a U.S. foreign policy pursuing its interests. If we can go back on the U.S. Board of Peace, etc. Another thing that was picked up earlier that's very interesting in Trump 2's approach is the highly transactional, interest-based, but the highly personal nature of the way in which he engages. So we're not talking about a peacemaker, despite what the White House press secretary might say and what they're doing. At best, we're talking about someone who's trying to make deals and short-term deals. Some people are calling this mediation or weaponized. We can look at that, and many of you have covered and spoken about what's happening at the moment with the negotiations in Iran. So these are a few different things. So we can look at Russia and Ukraine ongoing, Israel-Palestine in phase 2. Will a poorly constructed Board of Peace really be able to make a difference? Rwanda and DRC, Professor Milo, you illustrated a few great examples that need to be dug in further. Look at the deals that have been made for the US to make itself politically important. The level of profit is astounding that it's purporting, and the agreements that it's making for US companies. On the ground, though, what are we seeing? The one that has a little bit further along than the others would be the Rwanda DRC, is that you have continued fighting. It wasn't done properly. The M23 wasn't part of the agreement, so therefore they weren't in the negotiations. How are they going to implement that? So we're seeing stalled implementation. What do we know? I think out of many and most of these agreements, we've learned a lot about mediation in the past 15 and 20 years. It's been a highly researched and professionalized field. Agreements fail to be anything but superficial if they don't involve local populations, civil society, the people that are actually living through conflicts. And this is what's missing and will continue to be missed in the short-term deals. So mediation efforts need to continue to bring in those perspectives: inclusion, human rights, women, peace and security, youth, peace and security. They're not just optional, they're not decorative. We have research that illustrates that those are the elements that in fact make peace agreements withstand the test of time, that people feel a sense of security. Global civilian conflict casualties at the moment are 40% higher, and most of that is marginalized groups. And we're absolutely needing people to have different ways of solving conflicts. And the European Union, and come into this a little bit later, and others can't fall into the US suit of way of doing things. So there has to also be some sense of resistance to this different direction. It was interesting at the Munich Security Conference, listening to Kaja Kallas actually say, when the US goes into war, inadvertently, it brings its allies with it. So at what point are other partnerships going to be made? And another interesting element is, underneath all of the different conflicts, the 9 active ones that Professor Mila noted, there's plenty of people behind the scenes. We're also focusing, what does it take for a conflict to be ripe enough to be mediated, for an agreement to be had, and what happens before and what happens after? That's what we're missing. You've got an administration who, I love the theatrical, highly personalized approach, but what we know is it simply won't be effective. Thank you so much, Sonia. We've covered a wide range of topics so far, and I'm gonna switch back into French and go to Linda. Linda, on a avec le cas américain commencé à percevoir les différences entre puissance médiatrice et puissance prédatrice, pour faire référence au titre de notre webinaire. Et pourtant, on l'a déjà d'ailleurs un peu touché du doigt, une puissance ne peut exercer de pouvoir de médiation sans disposer d'un certain pouvoir de coercition. C'est indispensable pour pouvoir mener à bien le processus à son terme, avec donc une question qui s'impose en voie de conséquence: où se situe la limite entre
médiation et prédation. Merci, bonjour à tous. D'autant plus ravi que ce sujet avait été identifié par Aurélien, c'est un peu toujours la tendance d'avant. Et avec le coup d'avant, avant le Board of Peace, puisque c'était au moment de la création de l'OIMED, donc on ne parlait même pas à l'époque du sujet du Board of Peace. Non, mais je crois on est d'accord sur ça. La médiation, c'est un marqueur de puissance. Hein. C'est un marqueur de puissance et évidemment un instrument de politique étrangère. Je ne connaissais pas le papier sur les profits qui est très intéressant. Mais on est vraiment dans ça. Coercition et médiation, Aurélien l'a dit, ça faisait ménage. La carotte et le bâton, la littérature vous l'avez cité, de Berkovitch, c'est-à-dire sur l'efficacité, l'idée que en médiation, un médiateur qui n'a pas de ressources au sens de moyens économiques, mais également sécuritaires, n'est pas un gage d'efficacité en médiation, quand bien même il est légitime. L'exemple donné des accords de Dayton, effectivement sous les auspices de Richard Holbrooke et des États-Unis, ont montré à combien, parallèlement à la médiation organisée, des moyens de pression considérables avaient été mis, y compris au niveau militaire. Donc, c'est pas tant le problème de coercition, on sait que la médiation est un outil indispensable, mais structurellement limité. On ne va pas non plus dire que Trump, dans l'intérêt, a tout inventé. Le business de la paix, on sait que la paix n'est pas désintéressée, on sait qu'il y a des retours. Voilà, tous les exemples de médiation peuvent le montrer. Mais je suis un petit peu comme Sonia, c'est-à-dire que on perd avec cette diplomatie réactive qui va directement à l'arraché obtenir des accords. On sait aussi que les médiations figent davantage les rapports de force dans les conflits asymétriques. Et qu'il n'arrive rarement à les corriger. Le médiateur, aussi puissant soit-il, arrive rarement à les corriger. Le problème, c'est pas tant la coercition, c'est davantage la prédation qui pose problème par rapport à la finalité de la paix, dès lors qu'il s'agit de la dévoyer pour dévoyer la finalité de la paix au bénéfice et au profit d'une seule puissance. Et c'est en ça que ça pose évidemment un problème. On le voit bien dans la manière de manœuvrer. C'est évidemment, alors, on a la grande puissance qui intervient, celle des États-Unis. Elle intervient avec les nouvelles puissances dont parlera Emma et qui ont émergé dans les années 2000. On pense à celle du Golfe. Donc, il ne fait pas non plus cavalier seul. Il y a des médiateurs, etc. Mais on est quand même dans une track one. Or, comme l'a dit Sonia, le problème, c'est bien ça, c'est que la paix, c'est l'appropriation nationale, c'est l'inclusion, ce sont les femmes à la table des négociations. Il y a une boussole de la paix. Il y a l'impartialité, évidemment, qui peut être corrigée par le multilatéralisme et qui permet de tempérer ces ardeurs et de donner une certaine légitimité. Donc là, on est vraiment plus dans la problématique, non pas de la coercition qui a toujours existé, de la paix et du business intéressé qui a toujours existé, mais plus celle de la prédation, avec quoi, dans l'idée de Trump, le multilatéralisme pose problème, clairement. C'est un rejet clair du multilatéralisme, au sens où ça fait perdre du temps, et qu'on va finalement se dégager pour avoir quoi? Des résultats immédiats, des gains immédiats, enfin des résultats visibles et des gains immédiats. Et c'est la politique de Trump que d'aller, évidemment, soit conforter l'effort, celui qui trouve fort, évidemment, et aller dans son sens, parce que ce n'est pas de la résolution des conflits. On est clairement dans la proie de Zelensky quand il est faible, qui essaye d'être repêché par le multilatéralisme pour essayer l'Union européenne, pour essayer de retrouver. Mais on conforte l'effort, on exploite les faibles, on n'est pas dans la résolution des conflits. On est tout au plus dans la stabilisation d'un rapport de force, avec une approche peut-être, effectivement, Joseph le professeur Maïla le disait tout à l'heure, avec l'idée d'avoir certainement, peut-être pour l'instant, en tout cas, une paix qui n'est pas durable, et c'est bien la durabilité de la paix, c'est ça la boussole onusienne, les guidelines de l'ONU, le US Peace Mediation de 2009, celui des guidelines de 2020, c'est toute cette connaissance
que l'on a pu mettre en place grâce à un cadre normé onusien, certes qui ne s'est pas réformé, mais qui pose problème. Et qui a conforté, le vide évidemment, a conforté l'arrivée de cette diplomatie réactive où l'instrument de médiation est bien un marqueur de puissance, pas simplement de soft power, le fait du prince et le fait accompli. Marqueur de puissance, c'est probablement un des éléments clés qu'on va retenir petit à petit de cet échange dont le fil est très clair depuis le début de cet échange. Je me tourne vers vous, Emma. On va probablement aller sur d'autres géographies, même si on a déjà abordé le Golfe. Les exemples de médiation qui ont été opérés par les puissances du Golfe elles-mêmes sont aussi intéressantes à étudier pour situer la frontière entre médiation et prédation, comme Linda vient de commencer à l'esquisser. Ce qui serait intéressant, peut-être à l'aune de votre expertise, ça serait de procéder par comparaison entre les styles de médiation du Qatar, des Émirats arabes unis, d'Oman, dont Aurélien a mentionné le rôle majeur dans l'introduction, pour pouvoir comprendre comment nous renseigner un peu sur la limite à laquelle on s'intéresse au fil de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question qui est vraiment très utile parce que elle oblige finalement à sortir de l'opposition qui est peut-être un peu tentante entre médiation vertueuse, même si de ce qu'on entend peut-être qu'il n'y a jamais vraiment de médiation purement vertueuse, et prédation. Et en fait, pour moi, la frontière ou le glissement vers la prédation, il peut se lire à travers ce qu'on pourrait voir comme l'architecture de la médiation. Et on pourrait faire attention à 3 points donc, qui ont déjà été partiellement mentionnés, évidemment, au fil des exemples. Mais le premier, c'est la question de la neutralité perçue du médiateur pour discerner d'éventuels conflits d'intérêts. Le deuxième, c'est un certain rapport à la visibilité. Est-ce que la médiation est discrète ou est-ce qu'elle est, comme on en parlait tout à l'heure, mise en scène? Et le troisième point, ce serait le degré de coercion. Plutôt, est-ce qu'on distingue une tentative, comme on a vu, merci beaucoup pour cette typologie des intérêts, est-ce qu'on distingue une tentative de capture ou d'utilisation de la médiation pour verrouiller un certain résultat qui est profitable soit directement au médiateur, soit peut-être à ses amis sur la scène internationale, par exemple. Et donc, si on prend les pays du Golfe, en particulier les 3 que vous mentionnez, en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 profils assez différents en relation avec ces 3 paramètres. Et donc, si on les prend un à un, Oman a vraiment une tradition assez longue de bons offices discrets et de canaux, notamment autour de l'Iran, avec des précédents en fait plus anciens que la séquence qu'on connaît évidemment du JCPOA. Oman était déjà présent dans les médiations entre l'Iran et l'Irak dans les années 80. Donc, on est vraiment dans une tradition de neutralité, de discrétion et assez peu ou pas de capture. En fait, Oman incarne une médiation un peu infrastructurelle, une faible mise en scène, une constante dans le temps et un atout central qui est la confiance en fait qui lui est accordée. Historiquement, Mascate s'est distingué par des positions régionales qui ont été assez modérées et par une capacité du coup à entretenir ces canaux dans la durée. Donc, il n'y a pas vraiment de risque de prédation dans le cas d'Oman. En fait, si on regarde qu'est-ce qu'Oman gagne, il gagne surtout en stabilité, en capital diplomatique à travers la médiation. Et s'il y a un risque pour Oman, c'est éventuellement la perte d'efficacité quand les parties n'ont plus d'intérêt à négocier. Donc, en fait, le risque principal d'Oman, c'est que son efficacité dépend directement des puissances entre lesquelles il médie, pour reprendre ce terme. Quand on passe au Qatar, le Qatar a commencé, comme ça a été dit juste avant, commence à se positionner comme médiateur vraiment à partir des années 2000 et dans une médiation très visible sur des crises arabes, notamment avec des jalons majeurs au Liban,
mais aussi au Yémen, et puis un peu plus loin, non pas que arabe, mais aussi au Darfour et intra-palestinien, etc. Le Qatar, dès le départ, se positionne, on y reviendra peut-être plus tard, mais comme un acteur neutre qui parle à tout le monde. Mais là où Doha bouscule vraiment un standard, c'est que sa médiation est surexposée, en particulier avec le bras médiatique de sa diplomatie, qui est Al Jazeera, et qui valorise en fait sans cesse son action au prix d'une tension avec la confidentialité qui normalement entoure les médiations. Donc en fait, chaque action de médiation, un peu en précurseur de ce qui a été mentionné tout à l'heure pour Trump, et une mise en récit en réalité pour consolider son image de médiateur efficace. Et donc, où le risque ici, c'est peut-être que cette médiation spectacle un peu. Et ensuite, pour en venir aux Émirats arabes unis, les Émirats arabes unis, ils entrent plus tardivement dans la médiation, mais ils ont vraiment montré une avancée rapide sur une diplomatie qu'on pourrait considérer comme une diplomatie à haute valeur ajoutée. Je pense notamment au cas des échanges de prisonniers Russie-Ukraine. Et c'est une médiation qui prouve une capacité d'accès aux acteurs et qui sert là, pour le coup, une stratégie de positionnement international. Là, j'y reviendrai sans doute plus tard, mais ici, on trouve plus, peut-être que pour les deux autres, la limite avec la néoprédation. Elle se joue en particulier sur le conflit d'intérêts et sur la perception que la médiation est donc un outil de puissance qui permet de sécuriser des avantages, des réseaux, des deals, en particulier sur les ports, des questions d'influence, qui sont au cœur même des terrains de conflit. Et là, en l'occurrence, je pense au cas du Soudan, où la crédibilité émirati a été attaquée précisément parce que des acteurs soutiennent l'idée que les Émirats soutiennent une des parties au conflit, ce qui rend la médiation un peu plus suspecte, puisque du coup, les Émirats ne sont plus un acteur tiers, mais véritablement intéressé. Donc, du coup, avec ce panorama des trois, on voit vraiment comment ils se positionnent sur ces différents paramètres. Et on peut du coup discerner effectivement comment est-ce que on peut avoir un glissement de la médiation vers la prédation. Merci beaucoup, Emma. Ce glissement, c'est tout l'objet de notre réflexion. Et en restant sur la zone moyen-orientale, je reviens vers vous, Joseph. L'historique des négociations avec l'Iran, on a commencé à en parler tout à l'heure, sur son programme nucléaire, jusqu'au récent déploiement américain pour mettre Téhéran sous pression, nous en apprennent également beaucoup sur la problématique d'intérêt du jour. Quelles sont les mutations des pratiques de médiation qu'on a pu observer à partir du dossier iranien? Oui, merci beaucoup Thomas. Donc une réponse en deux temps. D'abord la question iranienne en elle-même, en ce qu'elle est indicative ou problématique ou programmatique, si j'ose dire, de ce que effectivement ce qui se prépare en termes de médiation et de négociation aujourd'hui sur des questions essentielles, et puis peut-être un bilan ou une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques très rapidement dites sur ce que nous enseigne le cas iranien, ce qu'on peut tirer comme caractéristique majeure d'un interventionnisme extrêmement personnalisé, celui de Trump, mais qui en dit long sur l'état des relations internationales. Sur la question iranienne, ce qui est passionnant de voir dans la négociation qui se déroule aujourd'hui même, hein, enfin elle a commencé hier, à Genève entre les Américains et les Iraniens, c'est qu'elle mêle une série de choses, bien que les uns et les autres disent qu'ils ne discuteront jamais, au grand jamais, de certaines questions relatives à leur souveraineté. Je pense aux Iraniens qui veulent discuter ni de la situation interne, bien entendu, ni de la question militaire et du balistique, et qui se cantonnent simplement à la discussion sur le nucléaire. Alors, c'est intéressant parce qu'elle mêle trois choses. Elle mêle d'abord, cette négociation, une question internationale qui n'est pas résolue depuis 2002, à savoir la question du nucléaire et des finalités du nucléaire quand on choisit de passer au nucléaire. Et là, les Américains agissent presque au nom de la communauté internationale. Vous avez reconnu, ou vous avez souligné, ou on peut souligner, le silence des Russes, le silence des Chinois, je dirais aussi le silence contraint des Européens, qui sont partis à la négociation, qu'on appelait des 5+1,
Parce que précisément, le Conseil de sécurité plus l'Allemagne est garant de l'application du traité de non-prolifération du 1er juillet 1968 qui interdit l'usage du nucléaire à des fins militaires. Donc là, il y a une question à la limite, je dirais qu'elle est réglée, bien qu'elle ne soit pas réglée effectivement. Mais là, les Américains, ou les États-Unis plutôt, excusez-moi, négocient dans un cadre extrêmement normé. Il y a un deuxième point, qui est au fond l'intervention dans la politique militaire d'un pays. Et on lui dit, bah, écoutez, vous n'avez pas le droit d'avoir des armes, des missiles qui vont au-delà de 350 km. C'est un peu la proposition américaine qui est mise sur la table. Question. Si des armements il y a, ils devraient être généralisés. Si on demande aux Iraniens de se limiter à 350 km, pourquoi ne pas demander à d'autres? Enfin, je veux dire, quel est le rôle ou quel est le titre au nom duquel le président Trump peut s'ingérer en disant, voilà, votre capacité militaire m'intéresse, mais je voudrais la limiter. Et puis, il y a toute la question de l'économie. Et là, quelque chose d'extrêmement intéressant, Thomas, que j'ai relevé. Dans les nouvelles propositions qui ont été mises hier sur la table dans la négociation, il y a une espèce de syndrome de Stockholm de la médiation. Les Iraniens sont arrivés en disant, ben, écoutez, messieurs les Américains, ou mesdames et messieurs les Américains, si vous voulez, si nous arrivons à un accord convenable et équitable pour tous, nous proposons aux États-Unis de s'implanter chez nous, de faire en partenariat des projets communs, notamment sur tout ce qui concerne le gaz et le pétrole. Et effectivement, nous pourrions acheter des armes aussi aux États-Unis. Donc, une espèce de chant ou de chanson extrêmement sensible aux oreilles de M. Trump. Mais c'est les Iraniens qui font cette proposition. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait dire que M. Trump a mis un peu tout le monde, en l'occurrence les Iraniens ici, sur les rails. Alors, très rapidement, Thomas, que peut-on déduire de cette manière de se comporter en matière de médiation? Trois choses, très rapidement. D'abord, on est sorti du schéma du médiateur classique, je vous le disais, de l'honest broker. Je vais revenir à ce que nous disait Sonia Reines tout à l'heure, à savoir qu'il n'est plus question d'inscrire, à la manière dont Trump agit, la médiation dans le cadre de ce qu'on appelle le peacemaking. Et Sonia disait deals making. Mais peacemaking, bon, c'est un peu la fonction du médiateur. Deals making, on est sorti de la diplomatie classique. Hein, je veux dire, on est sorti du cadre du droit international. Je reviendrai sur ce point. Mais le plus grave sur ce point, c'est qu'il y a une confusion des rôles. Le médiateur est un négociateur. Trump s'installe comme médiateur, mais il négocie, alors que le médiateur facilite la négociation. Là, lui, il l'impose au titre de la médiation, mais comme un négociateur intéressé, ce qu'il ne devrait pas être. Bon, mais là, c'est quelque chose d'absolument incroyable en termes de remise en cause de la normativité juridique et politique de ce que nous appelons, de ce qu'il est convenu d'appeler une médiation. Le deuxième point, si je pars de là, je pensais à une chose. C'est une médiation-intervention. Médiation, guillemets, ou trait d'union plutôt, intervention. J'ai exclu dans ma panoplie, dans mon décompte, un pays important tout à l'heure, sur les 9 cas de médiation trumpienne. J'ai exclu le Venezuela. Je crois que j'avais raison. Parce que, bon, là, on ne sait pas, c'est sans embâche, hein, on ne s'est pas entouré de précautions, on est allé tout de go. Ça relève de quelque chose qui est un peu plus que de la prédation. Je veux dire, c'est du hold-up international. Enfin, si on peut dire les choses comme ça. Bon, donc, on a basculé avec ce type de médiation à ce que j'ai appelé un interventionnisme de découplage. C'est-à-dire, l'interventionnisme classique tendait, surtout chez les Américains, ou pratiqué par les États-Unis, en tout cas à partir de 1945, et notamment un petit peu avant et surtout après, dans l'hémisphère sud, enfin dans la partie sud des Amériques, c'était un changement de régime. Là, je reviens sur ce que je disais. Le changement de régime, vous pouvez le maintenir. Votre politique intérieure ne m'intéresse pas. Nous avons fini avec l'impérialisme démocratique de George Bush Jr., hein, qui voulait changer, imposer la démocratie. Vous gardez votre politique,
Je n'ai pas le temps de m'en occuper, elle ne m'intéresse pas. De toutes les manières, vous serez toujours en retard de quelque chose. Sur le plan démocratique, insinuerait cyniquement M. Trump, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez et vos projets économiques. Le troisième temps, c'est que de manière traditionnelle, pour tous les internationalistes, notamment pour les juristes du droit international, la médiation s'inscrit dans le norme de ce qu'on appelle dans les normes, ce qu'on appelle le chapitre 6 de la charte de l'ONU, le règlement pacifique des conflits, avec ce que rappelait tout à l'heure Emma Soubrier, la neutralité, la confidentialité et la finalité qui est la paix. Ben, tout cela, M. Trump, et c'est ça peut-être la nouvelle caractéristique aussi, une autre caractéristique, euh, contourne ou double les forats, hein, ou les forums, si vous voulez, internationaux et régionaux. On oublie l'Union européenne sur l'Ukraine. On fait comme si elle n'existait pas et on appelle les Européens simplement quand il s'agit de passer à la caisse ou quand il s'agit de les sermonner. Mais ils ne font pas partie de la négociation ou de la médiation. On les écarte, les Européens, dans le cas de l'Ukraine, de l'Iran, pardon, alors que c'était un cas typique de résolution d'un conflit par le Conseil de sécurité sur la base de résolution du Conseil de sécurité. Ou alors, on oublie l'ONU. Il ne faut pas oublier qu'à la suite d'Israël, M. Trump est celui qui a supprimé l'UNRWA, une institution de droit international qui s'occupait des réfugiés palestiniens. Ben, on décide non seulement de la contourner, non seulement de l'oublier, mais de prendre ce soin de dire qu'elle est inutile et qu'elle n'a plus de raison d'être. Où est l'Union africaine dans toutes les résolutions, dans toutes les médiations de conflits qui se passent en Afrique? Je ne vous parlerai pas des conseils des droits de l'homme. Euh, Linda a rappelé tout à l'heure que femmes, paix, intégration, durabilité de la paix, ça passe quand même par la restauration des droits individuels et du respect des libertés publiques. Tout cela, M. Trump s'en fiche un peu de tout ça. Donc, est-ce qu'on est toujours dans de la médiation ou est-ce qu'on serait plutôt dans de l'intervention sous couvert de médiation? Je pose la question. Merci, Joseph. On va rester encore un peu de temps au Moyen-Orient, si vous permettez ça, au moins par écran interposé. Et pour ça, je me tourne vers Philippe, parce que précisément dans cet espace du Moyen-Orient, d'autres puissances sont intervenues sous forme de médiation, la puissance chinoise notamment. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, Philippe, sur quels dossiers principaux Pékin est intervenu et ce que cela révèle des finalités de la puissance chinoise? Oui, alors la Chine est un pays qui veut être donc respectueux du droit international, hein. Je vous rappelle le consensus de Pékin: non-ingérence et respect mutuel, amitié et respect mutuel, développement structurel, modèle de développement chinois. Donc elle a joué beaucoup de son rôle, disons, de membre permanent du Conseil de sécurité, je dirais un mot tout à l'heure de ce nouvel organisme dont on a déjà parlé, l'OIMED, mais je pense qu'il y a un aspect chinois intéressant. Le tableau de chasse des médiateurs chinois, il est quand même assez faible, hein, quand on pense. Alors, est-ce que c'est de la médiation ou de la négociation? En tout cas, le rôle de la Chine dans la COP 28, le rôle à travers les investissements, parce que on parle beaucoup d'économie, hein, quand on parle de médiation ou d'action chinoise. Je pense au régime des talibans et à l'allié de la Chine voisin, c'est-à-dire le Pakistan. Et puis, effectivement, le Moyen-Orient, pour répondre à ta question, Thomas, parce que, bon, on ne parlera pas de la guerre russo-ukrainienne, qui n'est franchement pas une réussite côté chinois, qui a tenté, la Chine ayant tenté vaguement d'imposer un plan de paix, mais totalement favorable à la Russie. Au Moyen-Orient, en revanche, c'est vrai que la Chine avait proposé ses bons offices dans le règlement du conflit yéménite, qui opposait effectivement Téhéran et Riyad. Et en fait, comme d'habitude, la question
du commerce à travers le concept de l'initiative, enfin l'initiative nouvelle route de la soie, a permis d'emballer cette médiation qui était quand même assez légère, mais en tout cas d'organiser une rencontre informelle entre les dirigeants de ces deux pays qui ne se parlaient plus. La Chine sait manier la diplomatie. Euh, elle prend garde à ne pas trop s'engager, disons, sur les terrains militaires. Il faut quand même savoir que sur le Moyen-Orient, c'est un terrain que la Chine a longtemps évité parce il était trop sensible, trop compliqué. Et je pense qu'elle fait toujours preuve d'une grande prudence. Alors juste un mot quand même sur cette organisation dont on a parlé, parce que ça me semble intéressant. Elle est basée à Hong Kong depuis donc l'OIMED, l'Organisation internationale de la médiation, comme on parlait Linda. Elle est basée à Hong Kong. Donc pourquoi Hong Kong? Une ancienne colonie britannique, donc il y a le common law, hein, les juristes comprendront pourquoi, la tradition juridique du droit britannique. Mais en même temps, bon, c'est plus vraiment le paradis des droits de l'homme, si tant est que ça l'ait été. Effectivement, c'est un choix qui manque pas d'ironie, mais qui veut placer Hong Kong un peu sur sur la carte. 31 pays membres quand même, contre justement 35, on disait tout à l'heure, pour le Board of Peace. Alors les deux choses ne sont pas du tout comparables, mais ces nouvelles institutions, moi, me font penser au fait que la Chine, évidemment, veut certes, comme je disais en préambule, apparaître comme un État respectueux du droit, mais en même temps pousse des organisations dont elle a le contrôle. Je pense par exemple à la Banque pour les investissements dans les infrastructures, je pense la Banque des BRICS, etc. Je pense à l'Organisation de coopération de Shanghai. Et cette organisation, clairement, elle est là pour concurrencer la Cour internationale de justice. En tout cas, en partie. Et comme vous le savez, la Chine ne reconnaît pas la Cour internationale de justice ou les tribunaux arbitraux comme le Tribunal international de la mer, qu'il a d'ailleurs condamné en 2016 sur la question de la mer de Chine du Sud. La Cour internationale arbitrale ayant été saisie par les Philippines. Donc, si vous voulez, on voit bien quand même qu'il y a une idée, il y a une conception économique des choses et il y a une conception quand même de mise en place d'organisations concurrentes, d'un nouvel ordre dont on est en train de parler. Et aussi, je pense, le fait que la Chine veut prendre la tête d'un groupe de pays du Sud qui n'est pas très défini, mais enfin on les connaît, ils sont un peu sur tous les continents face à d'autres États qui n'ont pas encore cette prétention de vouloir assumer le leadership des pays du Sud, mais on pense évidemment à l'Inde, qui est la première puissance démographique du monde, et qui utilise d'ailleurs aussi le common law, mais ça n'a rien à voir, et qui pourrait en tout cas concurrencer la Chine dans sa velléité de remettre en cause l'ordre international, et y compris la façon peut-être de faire de la médiation. Merci beaucoup, Philippe. On va encore rester un petit peu au Moyen-Orient avant d'élargir notre réflexion une deuxième fois. Et pour ça, je me tourne à nouveau vers vous, Emma, puisqu'au fil de notre réflexion, la médiation apparaît pour ce qu'elle est, on l'a dit, un instrument de politique étrangère qui ne sert pas nécessairement la résolution de conflits de façon totalement désintéressée, mais qui peut servir la puissance qu'il emploie en tant que telle. Cela ne mène pas nécessairement à des politiques de prédation. Euh, et on voudrait, à nouveau, en reprenant quelques exemples peut-être tirés de votre zone d'expertise privilégiée, le Golfe, en partant peut-être des Émirats arabes unis et du Qatar, chercher à comprendre comment on peut appréhender resituer la fonction de la médiation dans la politique étrangère au sens plus large. Merci, merci beaucoup pour cette question. Ce qu'on peut voir à travers l'exemple du Qatar et des Émirats, comme je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, la médiation sert pour eux au moins deux objectifs. Le premier, c'est que la médiation, c'est vraiment vu comme une stratégie de sécurité pour des petits États comme ils le sont, en particulier le Qatar. Le Qatar, dans les années 90 et en particulier comme ça s'est accéléré dans les années 2000, choisit moins une autonomie militaire comme les Émirats peuvent le faire à l'époque.
et ils cherchent à se sécuriser par du soft power et une puissance d'intermédiation. Et donc, en fait, pour eux, la médiation se place vraiment comme une niche diplomatique. Et la fonction, c'est de gérer en fait sa vulnérabilité. L'idée, c'est que la médiation permet de devenir indispensable pour réduire une vulnérabilité structurelle en existant, en fait, en étant utile, se placer sur la carte du monde, mais aussi en nourrissant précisément la perception de neutralité. Il y a vraiment cette idée que le Qatar peut être ami avec tout le monde, parler avec tout le monde, garder des canaux ouverts avec des acteurs qui sont très opposés, à la fois les États-Unis et l'Iran, et Israël, et le Hezbollah, et le Hamas, et les talibans. Et évidemment, ça permet de sécuriser le Qatar, puisque, enfin, jusqu'à récemment, l'idée c'est que le Qatar ne pouvait donc pas être attaqué par tous ces acteurs avec lesquels il entretient, enfin, avec lesquels il a des canaux ouverts. Ça permet également, a priori, de ne pas avoir besoin de prendre parti dans des situations qui sont à forte conflictualité dans la région. Et pour Dora, comme je le disais tout à l'heure, cette fonction de diplomatie de niche, elle est vraiment fortement couplée à Al Jazeera et à une logique ici de state branding, ce qui nous mène à la deuxième fonction qui est la médiation comme production de réputation. En fait, vraiment cette idée du state branding où dès le départ, en fait, pour le Qatar, la médiation est vraiment adossée à une logique de se mettre en avant, mais aussi de se mettre en avant comme se différenciant de certaines puissances régionales. Là, je pense en particulier au fait que certains des premiers dossiers où Dora s'est positionné comme médiateur, c'était des dossiers sur lesquels traditionnellement, c'était d'autres puissances régionales, en l'occurrence l'Arabie saoudite au Yémen et l'Égypte au Soudan, qui se positionnaient. Donc quand le Qatar se pose comme médiateur en 2008 au Yémen, il y a un message qui est envoyé aussi à la région en se plaçant un peu en décalage de l'Arabie saoudite, en étant justement un acteur qui n'a pas des intérêts directs au Yémen, contrairement à l'Arabie saoudite. Et pareil pour le Soudan et l'Égypte. Du côté des Émirats, ce qui est intéressant pour boucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a aussi cette fonction de production de réputation, mais en l'occurrence presque de réparation de réputation, puisque en fait, on voit les Émirats monter en puissance sur la fonction médiation dans un contexte qui est bien particulier, qui suit des séquences assez coûteuses qui sont liées à la militarisation de sa politique étrangère et en particulier des déboires en termes de réputation. On pense notamment à ces aventures militaires au Yémen, mais aussi avec la Libye, qui fait que les Émirats cherchent à s'illustrer à nouveau par des comportements plus diplomatiques. Donc là, on voit vraiment la fonction de construire ou reconstruire une légitimité internationale, une capacité à faire partie de la solution, mais encore une fois, avec le cas émirien en particulier, on flirte déjà aussi avec la médiation comme outil transactionnel dans la manière de se positionner à la fois dans la région et vis-à-vis du reste du monde. Merci beaucoup, Emma. Outil transactionnel, c'est un autre élément de compréhension de ce glissement dont on a commencé à parler il y a un moment. On s'achemine petit à petit vers la fin de ce webinaire. J'ai encore deux questions pour Linda et Sonia avant qu'on élargisse auprès de notre audience. Linda, la brutalisation du monde est un phénomène assez complexe qui produit des mutations, voire des dégénérescences des politiques de médiation. On en a parlé tout du long. Il produit aussi une transformation du système multilatéral en tant que tel et de l'ordre international. On a déjà évoqué le Board of Peace et Philippe a commencé à parler de l'UIMED, de l'Organisation internationale de la médiation, portée sur les fonds baptismaux par la Chine et établie à Hong Kong. Est-ce que peut-être en revenant sur ces deux chimères de la brutalisation du monde, vous pourriez nous aider à comprendre comment est-ce que la médiation mute à mesure que le monde se brutalise? Oui, merci. Merci pour les médiateurs crédibles hein, que sont devenus les médiateurs du Golfe. La grammaire que tu utilises, en fait, est très juste, Thomas. Cette idée de dégénérescence de la médiation, euh, de reconfiguration, etc., par rapport au Board of Peace trumpien.
Moi, c'est mon humble lecture, mais je le vois, je l'ai dit, comme un marqueur. La médiation vraiment est devenue un instrument politique étrangère à part entière, et je le vois comme un marqueur de puissance, mais aussi dans l'idée de reconfiguration de l'ordre mondial. C'est-à-dire, c'est un instrument qui est réutilisé dans la reconfiguration de l'ordre mondial. Alors, l'exemple de l'OIMED et du Board of Peace en sont deux illustrations à mon sens, c'est-à-dire que on a un cadre onusien qui ne s'est pas réformé, où le Sud global s'en est plaint pendant des années, ça n'a pas bougé. Certes, l'ONU a répondu par l'unification maintenant, si j'ai bien compris, de la consolidation de la paix avec la prévention, ce qui va donner une certaine cohérence. C'est peut-être la seule nouveauté que j'ai vue sur la prévention et sur la résolution des conflits. Mais finalement, et ça c'est tout le génie de ce webinaire que d'y avoir pensé à cette idée, parce qu'évidemment, elle ne vient pas de moi. Si l'on examine, mais ça, Philippe me le dira beaucoup mieux, ces deux instruments que sont désormais l'OIMED, donc créé le 30 mai 2025 à Hong Kong, suivi du Board of Peace. Moi, j'y vois déjà une réaction en termes de temporalité, c'est-à-dire c'est 6 mois après. Ça peut paraître. Et tous les deux dédiés à la paix. Il y a la question de la finalité de la paix. On pourrait en parler. La définition de la paix, on parle de la médiation, mais la définition de la paix est toujours la préservation des risques de guerre pour les générations futures dans un monde de plus en plus fragmenté, dans un monde qui se prépare à la guerre, dans un monde où la prévention des conflits a totalement disparu et de résolution. Mais on reprend l'OIMED et on prend le Board of Peace. Pour moi, il y a une finalité commune. Alors, je m'explique. Le Board of Peace, alors évidemment dans un style trumpien, qui a l'avantage de la transparence avec cette forte médiatisation, mais qui a l'avantage de la transparence de donner beaucoup d'informations sur finalement quelque chose qui n'était pas toujours lisible, donc avec cette finalité de la paix, avec évidemment ces aficionados, en tout cas dans des hyper présidentielles, on l'a dit, un nombre équivalent, 30 membres qui ont accepté, avec l'OIMED qui représente grosso modo le Sud global pour tous ceux qui ont accepté. Évidemment, d'un côté, on est avec un business de la paix, mais comme je l'ai dit, la paix n'a jamais été intéressée, la paix a toujours été un business, qu'on se le dise, on n'est pas non plus dans quelque chose de certes moins affiché, moins assumé et plus inhibé, on va dire. Mais il y a toujours cette idée quand même de business de la paix qui a l'ONU qui ne s'est pas réformée. Et là, on a une structure sur un mode, alors Philippe en parlerait beaucoup mieux que moi, confucéenne, constructiviste, où on est beaucoup plus sur une idée de consensualisme et non pas du fait du prince qui décide de tout. Et qui revendique de facturer ses prestations de la paix. Donc on est dans des styles bien entendu différents, mais quelque part on est derrière dans une idée de business, c'est-à-dire pour les IMED, bien sûr les routes de la soie ne sont pas étrangères complètement à ces modes de résolution des conflits qui arrivent et ces projets économiques. La conquête, elle est bien entendu derrière territoriale avant d'être économique, je crois que tout le monde est d'accord. Mais cette idée de pouvoir finalement régenter ses vassaux, leur donner une soumission et une allégeance, peut-être une sécurité un peu plus logique, et surtout, ça a été dit, de s'affranchir complètement du cadre juridictionnel normatif onusien qui est considéré par les deux pôles pour des raisons différentes comme inefficace. Il ne s'est pas réformé, c'est inefficace, donc on va choisir des modes médiationnels. Je ne sais pas, pour la Chine, moi j'aurais plus parlé de conciliation, je vois mal véritablement les processus de médiation à l'œuvre, ou voire, en tout cas, l'idée c'est d'échapper au mode juridictionnel, au cadre normatif envisagé par l'Occident, et de résoudre finalement les conflits de manière médiationnelle, c'est-à-dire surtout pas être embarqué dans des histoires de droits humains, de cadres normatifs qui épuisent, qui réglementent et qui contraignent et surtout qui empêchent de faire les choses. Alors comment ça m'apparaît? Ça m'apparaît comme des mini-latéralismes. Tous les deux sont comme des organisations de mini-latéralisme. L'idée étant évidemment d'organiser avec les choses avec les pays qui ont des intérêts en commun,
les choses de cette manière pour échapper au cadre onusien, évidemment, qui est contraignant, mais qui aussi a beaucoup d'intérêt sur la paix. C'est le cadre multilatéral qui permet de tempérer des actions, par exemple, comme on l'a vu sur l'Irak, qui permet de discuter, qui permet de rendre les choses plus acceptables. Le risque d'échapper à tout cadre normatif onusien des droits de l'homme, du juridictionnel, etc., c'est effectivement ce que disait Gassam Salamé, l'affaiblissement des règles de droit conduisent nécessairement à une aggravation de la dérégulation de la violence. Autrement dit, par voie de conséquence, on augmente le risque de guerre. En échappant à un cadre normatif, on ne permet pas finalement de le contenir. Donc, si vous voulez, le risque, c'est ça. C'est qu'effectivement, ces questions des droits humains, ces questions peut-être de l'impunité, on verra. Évidemment, ceux qui n'en sont pas vont le dénoncer. On a vu que l'Union européenne s'était mise en retrait, évidemment, de cette invitation au Board of Peace. Est-ce fini? Est-ce que ça va faire pchit? En tout cas, ces minilatéralismes m'apparaissent être une donne, je ne sais pas, évidemment c'est à partager, mais ça s'inscrit dans des cadres évidemment, sous voie de médiation, sous voie de paix. La paix, comme je vous dis, est problématique en termes de définition, mais elle mérite d'être surveillée. C'est aussi une opportunité. On a vu que le multilatéralisme restait encore efficient. On voit le rôle de l'Union européenne sur l'Ukraine qui permet quand même de contrebalancer, etc. En termes de suivi, de durabilité des accords, d'efficacité des accords, on pense à la rédaction, on voit que tout ce multilatéralisme est évidemment essentiel. Ce n'est pas la fin du multilatéralisme, c'est peut-être une opportunité de transformation qui n'est pas arrivée, qui va peut-être réactiver les choses en dépit de toutes les critiques que l'on peut formuler à l'égard de ces deux institutions. Merci Linda. Tu as mentionné le rôle de l'Union européenne dans ce contexte-là. C'est vrai qu'on a assez peu centré la réflexion sur cet acteur international-là en particulier. Et donc, c'est aussi sur cette thématique-là que je vais me tourner vers Sonia. Sonia, we've discussed the foreign policy of the US and China extensively that changed the paradigm of diplomatic mediation as they tend to transform the international order, just like Linda just recalled us. In this specific context, what is the room for action of the European Union itself? Thanks for that. It also feels like we've covered a lot of ground, and yet there's so much more to cover in this with the variety of different perspectives and the ability to get into the nuance. I would welcome an opportunity to revisit this a year down and see 1 year back, what did this look like, unravel and keep the conversation going. But yeah, the relevance of the European Union. Where is the European Union? I think Professor Milo mentioned that. Linda, you mentioned the opportunity to transform. It's a critical and pivotal moment. So the EU is still considered to be committed to its values, pursuing its interests in its foreign policy. It needs to resist the pressure of the prevailing transactional trends. So the main challenge of the European Union is going to be, how does it carve out space for itself in what it does well and where it's been proven to be effective. We could sit here and talk about all of the pitfalls of the European Union, its foreign policy and everything else, but it also does a lot of things very well. And its approach to mediation has been an area where it has had an added value. Now we're talking about support to track 2, insider mediators, societal processes, transitional justice. Take a look at any of the conflicts that we mentioned earlier. And if you look at the length at which conflicts now are going on and the amount of humanitarian assistance, what are they costing? It's also the inability to deal with trauma. It's the inability to deal with injustice and people's perception of safety. And so these sorts of technical expertise, the European Union absolutely has to be able to have robust, implementable agreements. It's done quite a lot in humanitarian negotiations, security sector reform, electoral support. In thinking about the way in which the Trump administration is going around and making deals, I wonder if it's not going to in itself get played. We're talking about
very, very smart interlocutors that play the long game. And if you've already sussed out what the short game is and how to talk to your negotiator / pretending to be mediator, I wonder what this is going to look like. I also think the European Union has a role to play to offer something different in this forum shopping, by where you have a multitude of different actors that are intervening that are also potentially considered to be part of the conflict in many of these different places. I mean, we often don't talk about the extent to which particular countries are actually in and of themselves going far beyond good offices, but fueling conflict and providing weapons. But the EU can have a way to develop more context-specific ad hoc partnerships that where it might have legitimacy. It's got really the ability to convene that others don't necessarily have. And it has a way in which it can bring together its convening power, its holistic understanding of conflict. That is surely missing in any of the people that have been sent as emissaries in these recent deals. And if you look at this, the sort of pullback of many US administration facilities to be able to back up deals, et cetera, it's simply not there. That understanding isn't there. So a technical approach also is one of capacity building, but the other tracks, so track 1.5, track 2, but a lot of work can be done there. A regional approach, I would go as far as to say a complementary approach with member states. So if the EU is looking to make the most of its assets, it also needs to look at what it does vis-a-vis others. And then the long-term engagement. The EU is not a short-term actor. It's been able to make decisions quite rapidly more recently. But one conversation that we haven't had is also about the role of the European Union in perhaps trying to prevent conflict in the first place and violent conflict. There's been an evolution in early warning systems, but where we need to sort of figure out also how we can stop conflicts before they erupt. I'm glad we didn't get into Venezuela because it's the starkest example of US foreign policy and the direction that we're taking. I'm glad we unmasked the negotiation, mediation interventionalists, but there's a lot more to uncover. There's horrifically more conflict than imaginable at the suffering of civilians all over. And so we do owe it to them to try to figure this out and adapt perhaps to a different way of doing this work. So it's been a fascinating conversation, but that's, I think I see the glass half full when it comes to the European Union, and an opportunity to transform, to become more relevant, and ultimately go in the direction that it's good at. The EU is not going to do any good competing against others, whether it's new projects on Global Gateway, which are in competition essentially with China, nor in other areas, whether it's weapons procurement, et cetera. So as the EU faces a need to deal with an ally gone foe that's undermining it in many different places and a need to protect itself, it can't forget also its particular role in holding up multilateralism, which is being undermined. So it's been, more to come, I think. Thank you. Merci beaucoup, Sonia. Thank you so much. And we took notes. Very delighted that you sent out the idea of meeting next year and taking stock of what has happened in between, based on the conclusions of our current conversation. On va probablement s'arrêter assez rapidement après les interventions d'Aurélien, d'Emma, de Philippe, Joseph, Linda et Sonia, que je remercie beaucoup d'avoir documenté aussi bien la réponse à la problématique qu'on s'était posée. On a extensivement abusé du temps, mais il y a encore une ou deux questions de la part du public que l'on peut peut-être prendre, et on sera bref du coup dans les réponses. Une première qui pourrait peut-être être traitée par Philippe. Philippe, n'hésite pas à dire si je t'adresse mal la question. La question est posée par Monsieur Sand. La méthode Trump est-elle nouvelle ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une forme de continuité par rapport aux politiques de prédation économique américaines? Et Monsieur Sand fait notamment référence
à certaines prises de position antérieures, notamment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Et peut-être une deuxième question que je préférerais adresser à Joseph, peut-être, l'approche personnalisée qui a été posée par Monsieur Fege, l'approche personnalisée et enfin, très centrée sur la personne de Trump que celui-ci pratique en matière de médiation ou de négociation interventionniste repose sur l'idée d'obtenir des résultats rapides. Est-ce que une médiation pressée peut être une bonne médiation, et singulièrement quand on compare ces procédés à la façon dont certaines autres puissances médiatrices pratiquent? Est-ce qu'on peut peut-être obtenir par le biais de la comparaison quelques éléments de réponse? Donc peut-être Philippe pour commencer et Joseph pour poursuivre. Oui, ben, je vais être assez bref, d'autant plus que je crois que Monsieur Sand nous a quittés. Si j'ai bien compris, il nous a dit au revoir tout à l'heure. Donc, je vais répondre à quelqu'un qui a posé une question. Moi, bon, je pense qu'on peut pas trop élargir le sujet parce que c'est clair que la puissance américaine, on connaît son comportement, on peut le dénoncer, le roi dollar, le poids du militaire, la sécurisation de la vie internationale à travers les États-Unis. Bon, je vais pas remonter trop à l'histoire, mais c'est sûr que les États-Unis savent faire pression avec des sanctions. Alors, on n'a pas abordé cette question-là parce elle est vraiment parallèle, la question de l'extraterritorialité. Ce qui est intéressant, c'est que la méthode Trump est un peu différente quand même de la méthode traditionnelle américaine. Ce sont des nouvelles pressions qui sont très importantes, qui sont un peu parfois ad hoc. Je pense par exemple aux pressions américaines qu'il y a actuellement en Grèce contre la présence chinoise dans le port de Pirée. Le gouvernement grec se trouve accusé publiquement dans les médias grecs de pactiser avec le diable par les Américains, par l'ambassadeur des États-Unis. Bon, les pressions sont connues, sont multiples, elles sont plus ou moins fines et discrètes. Maintenant, je pense qu'avec Trump, on est passé à un autre niveau et que en face, il y a des interlocuteurs et il y a des concurrents. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour la réponse à la fois très sharp et très succincte. C'est apprécié dans cette course contre la montre. Joseph, si vous pouvez nous aider à saisir également la deuxième question aussi efficacement que Philippe. Oui, merci beaucoup, Thomas. Je vais être très, très succinct. Euh, Si j'ai bien compris la question, il y a une dimension, une interrogation sur la dimension de personnalisation Oui. de la médiation. Celle-là, si on se réfère à l'histoire et l'histoire prémoderne, si j'ose dire, la médiation est ce qu'on appelle le fait du prince. Hein. C'est le pape qui a, au XVe siècle, fixé les limites des différents États qui sont qui étaient des hispanophones ou bien des lusophones. Euh, N'oubliez pas aussi qu'il y a une espèce de prestige de la médiation. Regardez le rôle de Julius Nyerere ou bien le rôle de Mandela dans la résolution des conflits africains. On fait appel à eux. Regardez aussi comment Clinton a joué un rôle décisif dans la résolution du conflit en Irlande du Nord. Pas lui seulement, mais à travers lui les États-Unis. Donc cela ne m'étonne pas. Mais dans le cas de M. Trump, il y a une espèce, non pas de personnalisation, mais une espèce de volonté de s'attribuer des mérites de faiseur de paix qui sont uniquement atteints par la force et loin de toute considération géopolitique de pacification des relations internationales. C'est la première chose qui me frappe. Le second, mais je ne sais pas comment il faudrait poursuivre la conversation sur ce point. Est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle forme, Thomas, de néocolonialisme? Lorsque vous dites à quelqu'un, la paix dans votre pays m'intéresse parce que votre pays m'intéresse. Alors, ce n'est pas un colonialisme de peuplement, c'est pas un colonialisme d'impérium. Je ne vais pas agrandir la surface sur laquelle je règne et sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Mais il y a une espèce de volonté d'aller immédiatement
et peut-être que l'Afrique est la plus visée en ce sens, et peut-être l'Amérique latine dans un second temps, par une espèce de course aux ressources, hein. Mais là, ça nous introduit dans une autre dimension, c'est la dimension de la course aux ressources dans le cadre d'un capitalisme mondialisé. Mais là, c'est une autre problématique. Oui, merci beaucoup, Joseph. On a largement euh, étendu le spectre de nos réflexions qui nous tourneront sans doute très prochainement vers d'autres rendez-vous organisés par le Centre Irénée pour la négociation et la médiation, ainsi que l'Institut géopolitique et business de l'ESSEC. On a bien noté que EPLO était également désireuse de reproduire et de poursuivre ces réflexions. Peut-être, Aurélien, avant de te passer la parole pour un mot de conclusion, simplement préciser aux courageux participants qui, à 19h19, nous font encore l'honneur de leur écoute et de leur présence, qu'une prochaine rencontre est prévue d'ores et déjà avec notre audience, puisque le 18 mars, je vérifie la date exacte, pardon, le 11 mars, dans 3 semaines, nous aurons l'occasion de nous retrouver à nouveau avec l'Institut géopolitique et business, le Centre Irénée et aussi le Centre européen de droit et d'économie pour aborder un autre sujet tout aussi passionnant, géopolitique de la cohésion européenne, une histoire sans fond. On aime les jeux de mots pour amorcer nos réflexions. On vous donne rendez-vous à cette date. Vous aurez très prochainement accès au replay de cette passionnante conférence et je remercie à nouveau tous nos orateurs. Avant, cher Aurélien, de te repasser le micro. Juste un mot pour remercier une fois de plus tous nos participants, te remercier également Thomas, remercier Laura, Mélanie, Yannick qui sont en technique et vous donner rendez-vous effectivement très rapidement pour un nouveau webinaire. Portez-vous bien, à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci Thomas, merci Mélanie, merci tout le monde. Merci à toutes et à tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci, au revoir.